Nous allons parler aujourd'hui de métamorphose dans le jeu, de comment le jeu peut engager la métamorphose. On commence, comme vous vous y habituez maintenant, avec la chronique Ticket to Teach de Jérôme. On t'écoute. Eh bien, merci Florine. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par une question. Quel est le point commun entre Ovid, Kafka, Pikachu, Bruce Banner, Optimus Prime et moi? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est que Ovid a écrit les métamorphoses, Kafka la métamorphose, Pikachu, le Pokémon, se métamorphose en Raichu, Bruce Banner en Hulk, Optimus Prime, le Transformer, se transforme en camion. Pas super, mais il y a des gens qui aiment. Et moi aussi, à chaque fois que je joue, eh bien, en particulier dans les jeux de rôle, je me métamorphose. Et toi, Florine, est-ce que tu serais prête à te métamorphoser? Et en quoi, surtout? Ah oui, en loutre ou en cincle plongeur. C'est un oiseau qui peut nager sous l'eau. Merci. Alors moi, je visualise et je pense que je ne te regarderai plus de la même façon. C'est mignon. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la métamorphose, un concept aussi fascinant dans les jeux que dans la vie. Et bien sûr, nous évaluerons son intérêt dans une démarche d'enseignement et d'apprentissage. D'ailleurs, pour être un petit peu taquin, ça m'arrive, je vous livre la définition de métamorphose en biologie, que je ne connaissais pas. Il s'agit du passage pour un être vivant de l'état larvaire à l'état juvénile, ou l'état adulte. Donc non pas que j'indique à nos étudiants qu'ils sont des larves et qu'on va essayer de les faire passer à l'état adulte, mais je trouvais amusante cette définition biologique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un détour par l'histoire, et l'histoire littéraire avec Ovide. Son projet dans les métamorphoses est complexe et novateur. Contrairement à Virgile, qui chantait la gloire d'Auguste, Ovide choisit de mettre en scène des métamorphoses puissants, ces récits puissants, dans la mythologie et dans les tragédies. Il nous parle ainsi de Daphné, qui se métamorphose en laurier pour échapper au VSS qu'Apollon lui promettait. Ce terme de métamorphose qu'Ovide aurait probablement inventé est double. Il désigne à la fois la transformation des êtres et la transformation des récits eux-mêmes. Le poète ne se contente pas de raconter des histoires, il transforme la forme narrative en elle-même. C'est un peu ce qui se passe en fait dans les jeux, où, comme nous l'enseigne Jacques Henriot, la réalité bascule dans la fiction et, avec l'accord des joueurs et des joueuses, émerge l'illusion du ludique. Prenons un exemple concret. Dans Pandemic Legacy, un jeu donc Legacy, chaque décision bouleverse les suivantes. Ce qui commence comme une lutte contre une pandémie devient une histoire unique où chaque décision transforme le monde du jeu. Ce que vous pensiez être des règles fixes se modifie constamment. Ici, la métamorphose touche à la fois le jeu et les joueurs et joueuses. La stratégie doit évoluer, les rôles se réinventent et au final, ce n'est plus le même jeu auquel vous jouez, ni même les mêmes personnes qui jouent. Mais il y a plus. Cette métamorphose n'est pas qu'une mécanique ludique. Elle transforme également nos compétences psychosociales et notre rapport au monde. J'ai vu souvent des étudiants et des étudiantes particulièrement timides, désengagés ou qui trouvaient mon enseignement trop éloigné de leur centre d'intérêt. Eh bien, je les ai vus se métamorphoser littéralement à travers le jeu. Leur rapport à la matière, à leurs camarades, au savoir et même à moi en tant qu'enseignant a changé. Le jeu et l'engagement par le jeu deviennent ainsi des outils de transformation où les joueurs et joueuses peuvent réévaluer leurs compétences, leurs perspectives et leurs relations. Jean Piaget avait, pédagogue devant l'Éternel, Jean Piaget avait une théorie très intéressante sur l'apprentissage, qu'il voyait comme une série de métamorphoses en fait. Selon lui, les apprenants ne cessent de passer par des phases d'assimilation et d'accommodation. Ils doivent intégrer de nouvelles informations, les faire évoluer en eux, puis ajuster leurs pensées pour s'adapter à la nouvelle réalité. C'est exactement ce que font les joueurs quand ils jouent. Dans des jeux comme Root, par exemple, où chaque faction a des règles asymétriques qui en plus changent en fonction des interactions qu'on peut avoir avec les autres joueurs. Ici, on doit en permanence s'adapter, s'ajuster et ajuster notre stratégie en fonction de ce que les autres font, tout en gardant une vue d'ensemble sur notre propre objectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, les autres joueurs nous regardent en fonction de l'identité qu'ils perçoivent de nous.
Et ça me rappelle un autre maître de la métamorphose, Kafka. Dans La Métamorphose, merci d'ailleurs de l'avoir apporté, et je vous recommande la lecture, hein, c'est pas très très long. Dans La Métamorphose, son personnage principal, Grégor Samsa, se réveille un matin sous la forme d'un insecte. Dans l'œuvre, cette transformation est brutale, perturbante, et elle reflète une aliénation profonde au niveau de la société et, pour lui, même de sa famille. Je crois que c'est son père qui le blesse mortellement. Ah mince, j'ai raconté la fin. Oh non. Mais vous pouvez le lire, malgré tout. Zut. Il y a autre chose à en tirer, oui. Il y a autre chose à en tirer. Parce que ici, donc, question de l'aliénation, j'entends applaudir les parents de tous les ados de France et de Navarre qui doivent se dire que oui, leur enfant est devenu cet être asocial qui s'abrutit devant son écran comme le moustique, l'insecte, fasciné par le lampadaire dans la nuit. Mais non, en fait, contrairement à ces idées reçues, la métamorphose n'est pas que négative. Et dans les jeux, comme le souligne Winnicott, cette métamorphose est plus souvent positive. Au lieu de s'aliéner par le jeu, l'enfant qui joue se réinvente, il s'adapte, il devient plus résilient. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, en fait, en pédagogie. Pour donner un autre exemple, qui est frappant en termes de métamorphose, on l'a dans un jeu que j'aime pas trop par ailleurs, qui s'appelle Betrayal at House on the Hill. Ici, c'est une exploration d'une maison qui est tentée, et on commence tous en tant qu'alliés. Et à un moment, un joueur ou une joueuse vont devenir traîtres, traîtresses. La dynamique coopérative se change en un instant en conflit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un retournement scénaristique, ça redéfinit l'identité du protagoniste, ça revoit ses approches, ça revoit ses alliances. Et ici, on teste et on va aller tester les capacités de réflexion sur l'adaptation, sur la façon dont on peut s'ajuster les uns aux autres. Alors je pense que Arthur nous parlera plus spécifiquement des métamorphoses dans les jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo aussi, c'est un thème qui est présent d'ailleurs dans la littérature, qui est présent dans les œuvres cinématographiques, mais dans les jeux vidéo, on en a plusieurs et ça peut affecter la narration, comme dans l'excellent The Stanley Parable. Ça peut affecter notre personnage, comme dans les séries des Dark Souls, quand on passe en mode holo, en mode maudit. Ou encore comme dans Metroid, où notre personnage a le pouvoir de morphing et il peut accéder ainsi, en se transformant, à des lieux inatteignables autrement. Et ce que j'aime dans ces exemples-là, c'est que le changement est non seulement inévitable, mais surtout il est utile et nécessaire pour progresser. Et évidemment, j'en fais une petite morale et j'y vois une petite vertu. En tant qu'enseignant, moi-même, je me retrouve souvent à me métamorphoser en fonction des besoins de mes étudiantes et de mes étudiants. Tantôt guide, tantôt meneur de jeu et tantôt simple observateur. Cette capacité à changer de rôle et à réévaluer ma posture est essentielle pour rester pertinent et en phase avec ce que vivent mes apprenants en situation d'enseignement. Dans notre méthodologie qui est basée sur les cycles expérientiels de David Kolb, il est nécessaire que tous les apprenants et moi-même prennent un temps d'observation réflexive pour apprécier ces changements vécus. Là, je fais une petite incursion parce que je ne savais pas comment parler de Vladimir Jankélévitch. Ces changements pourraient être associés justement à l'idée jankélévitchienne de l'indicible, où ce qui se produit est à la limite de la compréhension rationnelle immédiate. Et en fait, et pour autant, il me semble nécessaire qu'on verbalise ces éléments qui sont un petit peu indicibles, et qu'on les partage, et qu'on partage notre ressenti de ces expériences transformantes. Donc, je vais conclure en volant à Benoît le monopole des situations poétiques, parce que la semaine dernière, tu as cité un poète, et j'étais très vexé, parce que d'habitude, c'est moi qui ai l'air d'être cultivé autour de la table. Et donc, je vais conclure... C'est agréable. Non, c'est de ma propre perception. Non, je vais conclure en reprenant justement Ovide, que je crois avoir vu quelque part. Non, on l'a pas ramené. On l'a pas invité. Oui. C'est dommage parce que je l'ai à la maison. Donc, je conclurai en reprenant Ovide, qui écrit dans le livre 15 des Métamorphoses. Les corps eux-mêmes sont continuellement changeants. La terre se fond dans l'eau, l'eau se dissipe dans l'air, l'air devient feu. Je nous souhaite donc, en conclusion, au fil de nos expériences, que nos enseignements deviennent des jeux et nos jeux des enseignements. Merci Jérôme. On peut dire que tu as relevé le défi lancé par Benoît.